Attention, la vidéo qui va suivre va traiter de sujets assez sombres. La dépression, l'addiction, la volonté de passer de l'autre côté, le sadomasochisme, voilà, pas mal de thèmes assez délicats, et donc si vous êtes plutôt sensible, autant ne pas regarder cette vidéo et profiter d'autres biographies que j'ai faites. J'en ai fait sur Hammerfall, sur Misanthrope ou sur ADX, et vous y trouverez en toute tranquillité énormément d'éléments intéressants sur l'histoire du métal. Autre petit souci, étant donné que je vais parler de thèmes assez particuliers et qu'on est sur YouTube, je ne vais pas pouvoir mentionner les choses telles qu'elles sont et je vais devoir twister un peu les mots pour parler de ce dont je veux parler. Donc ne vous étonnez pas si je ne suis pas direct et cru dans les thèmes que j'aborde. Il y a pas longtemps, j'ai découvert 2 albums d'un groupe qui s'appelle Carpathian Forest. C'est un groupe de black metal qui est considéré comme culte de la scène donc norvégienne. J'étais plutôt content de découvrir une nouvelle figure historique de l'histoire du black metal norvégien. J'avais déjà exploré des Darkthrone, des Mayhem, du Gorgoroth, un petit peu de Ulver, et donc ça a été une découverte assez récente, mine de rien. Après avoir écouté ces 2 disques, après avoir échangé avec certains d'entre vous, et après m'être fait une opinion, j'ai eu une conclusion, c'est celle que ces albums m'ont quand même dérangé. Pourquoi? Parce que j'ai toujours vu Carpathian Forest comme un groupe qui était très provocateur, très second degré, avec un humour noir, et donc en fait j'ai toujours vu un peu ce groupe comme quelque chose d'assez rigolo, mine de rien. Mais au final, en écoutant ça, j'ai vu qu'il y avait des choses beaucoup plus sérieuses derrière tout ça, et donc une chose est sûre, c'est que ces albums ne m'ont pas laissé indifférent, et du coup si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour creuser l'histoire du groupe, creuser un peu plus ma compréhension des 2 albums que j'ai écoutés et retracer toute leur discographie, et qu'on parle un peu d'un de ces groupes qui, mine de rien, est quand même important dans l'histoire du black metal. C'est en 1990 dans la ville de Sandnes, dans le Rogaland, que 2 adolescents, Johnny Crevel et Roger Rasmussen, vont se décider à faire de la musique ensemble. Ils sont très fans de groupes qui sont de ce qu'on dit de la première vague de black metal, notamment Venom et Celtic Frost, mais ils vont bien sûr évidemment découvrir Mayhem et peu de temps après Darkthrone. En 1990, pour le contexte, c'est le moment où Celtic Frost sort son Vanity Nemesis, qui était une sorte de retour à leur son des origines après un Cold Lake qui avait complètement déçu son public, et donc c'est un petit peu dans ce contexte que se crée le groupe. Dans un premier temps, en fait, il va y avoir 2 entités qui vont cohabiter. The Child Molesters, qui est une musique déjà avec un vocabulaire très cru, très provocateur, avec une pochette d'une démo que je pourrais pas vous montrer, mais concrètement c'est une top qui est dessinée, donc rien de très horrible, mais bon, je vais quand même pas la montrer au cas où. Et donc les paroles sont quand même assez dégueulasses. Je ne vous ferai pas l'honneur de vous donner le nom des titres, mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà ça a été réédité plus tard, cette démo, sur un label que va créer Roger Rasmussen, et dans un second temps, certains titres vont être réécrits par Carpathian Forest. L'autre entité en parallèle qui va naître, c'est Ensthrone, donc c'est toujours les 2 musiciens qui faisaient ces 2 groupes en même temps. The Child Molester va très vite s'arrêter. Ensthrone, c'est l'entité la plus intéressante parce que c'est elle qui va évoluer en Carpathian Forest, et on va voir qu'ils ont un style un peu particulier au début. On rappelle 90, c'est également pour Darkthrone la sortie de Soulside Journey, qui a encore des débuts très death metal. Le groupe répète, commence à faire leur première compo, et en 1991, ils vont sortir leur première démo, Black Winds. La démo a un son très self-made, donc pas terrible, et elle dure que 14 minutes avec des pistes qui font moins de 2 minutes. On y retrouve du riff qui est très inspiré par Celtic Frost, et des chants gutturaux qui sont inspirés du death metal. La petite particularité, ça va être le morceau Vampire, qui va être une sorte de ballade à la guitare acoustique avec des voix chuchotées qui fait limite Dungeon Synth un peu dans l'esprit, et montre déjà que le groupe va un peu s'orienter dans cette direction de l'imaginaire du vampire, tout en incorporant des pistes un peu particulières dans leurs albums. Ça, c'est quelque chose qui va se retrouver tout au long de leur carrière. Le thème du vampire, c'est quelque chose qui est quand même assez exploré dans le black metal. On peut penser au premier album de Mutilation, ou encore tout simplement à Cradle of Filth, qui a beaucoup joué avec cette image du vampire. C'est d'ailleurs pour ça que sur les enregistrements qui suivent, Roger Rasmussen va choisir le nom de Lord Nosferatu, et Johnny Crevel s'appellera Lord Karstein, Nosferatu et Karstein étant 2 noms qui viennent de la littérature autour des vampires. En 1992, le groupe va se renommer en Carpathian Forest, donc le nom qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi ce changement de nom? Alors j'ai vu dans des interviews que les membres du groupe étaient assez passionnés par les vampires, la forêt des Carpates, le château de Dracula, donc c'était tout un imaginaire, on va dire un peu romantique gothique, qu'ils aimaient beaucoup et dont ils vont beaucoup s'inspirer par la suite. Moi, une autre théorie que j'ai eue en faisant cette vidéo, c'est peut-être que Carpathian Forest, les initiales c'est CF, et ça fait aussi penser à Celtic Frost. Voilà, Carpathian, Celtic, Frost, Forest, on est un peu là-dedans, mais du coup on a Celtic Frost, mais plutôt sur les terres roumaines, les forêts des Carpates,
certes, comparé au froid celtique. Voilà, c'est ma petite théorie, ça vaut ce que ça vaut, je pense que c'est pas complètement infondé, donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. 1992, c'est le moment où Darkthrone va sortir son A Blaze in the Northern Sky, qui va rapidement être suivi par Under a Funeral Moon et Transylvanian Hunger, et qui va donc énormément influencer beaucoup de groupes, et donc évidemment Carpathian Forest est en plein dans cette vague. Ils ont toujours eu énormément d'admiration pour Darkthrone, et d'ailleurs Lord Nosferatu, qui sera plus tard appelé Nat Frost, va souvent dire en interview que Darkthrone est un excellent groupe qu'il admire énormément, et pour le coup, vu comment il crache sur absolument beaucoup de groupes et qu'il a pas sa langue dans sa poche, je pense qu'il est très honnête en disant ça. En 1992, le groupe va sortir sa première démo culte, Bloodlust and Perversion. Elle fait une vingtaine de minutes et c'est véritablement le début discographique de Carpathian Forest. Le thème des paroles est très intéressant parce que ça parle de la Roumanie, ce sont des titres qui sont directement issus des légendes autour de Dracula. On y retrouve des lieux géographiques ou des lieux imaginaires. On parle par exemple de la forêt de Valachie, des montagnes de Sighisoara ou encore du col de Tiuta qui est directement issu de la légende du château de Dracula. On retrouve surtout le morceau Return of the Freezing Winds dont le riff était déjà présent dans la première démo Dance sous le nom de Ave Satanas, et ce morceau on va beaucoup le retrouver dans la carrière de Carpathian Forest parce qu'ils vont le réécrire. On retrouve des thèmes où on a une sorte de côté démoniaque, le seigneur du mal, mais on n'est pas complètement dans un satanisme anti-chrétien comme d'autres formations l'étaient à cette époque, et ça c'est assez intéressant dans l'histoire de Carpathian Forest parce qu'ils vont taper dans le satanisme mais pas complètement, et beaucoup moins que d'autres formations comme par exemple Gorgoroth ou en Suède Dark Funeral. Donc ça c'est déjà un premier élément qui est assez intéressant. Également dans cette première démo, le chant est beaucoup plus typé black metal comme celui qu'on connaît, donc une voix beaucoup plus criarde, aiguë, comme on en a l'habitude. On n'est plus du tout dans le death metal de Soulside Journey ou de la première démo d'Ensthrone. On voit que le groupe remet une intro tout comme ils l'avaient fait sur leur première démo avec Ensthrone, donc ils ont déjà le sentiment d'essayer de faire des œuvres un peu travaillées avec une atmosphère, et on retrouve un morceau qui est beaucoup plus ambiant tout comme Vampire de la première démo, Wings Over the Mountains of Sighisoara. Les deux compères vont rapidement être accompagnés d'un batteur, Lord Black Mangler, qui va donc jouer sur les quelques premières démos mais qui va rapidement partir et dont on ignore pas mal de choses au niveau de la carrière, mais ce qui est sûr c'est qu'il a enregistré sur la démo qui va suivre la même année en 92, les Rehearsal Outtake. Le groupe y fait une cover de Bathory, une cover de Venom assumant complètement ses influences de la première vague de black metal, et on y retrouve deux nouveaux morceaux, Carpathian Forest, qui est déjà beaucoup plus speed que ce que le groupe avait fait jusque-là, et le morceau In the Circle of Ravens, qui est déjà beaucoup plus loin, qui fait 7 minutes, où on a des changements de rythme, où le groupe s'essaye déjà des choses un petit peu plus compliquées, et à des compositions un peu plus abouties. En 93, le groupe continue d'évoluer, continue de pousser sa musique plus loin et va sortir une nouvelle démo, Journey Through the Cold Moors of Svatjern. J'ai essayé de le dire bien, mais désolé pour l'anglais par avance. Il continue dans sa lancée avec des paroles inspirées du romantisme, des descriptions de paysages et également une influence gothique. On retrouve dans le deuxième morceau, qui s'appelle The Eclipse of Ravens, des paroles donc un peu chuchotées, un peu criées au loin et qui sont directement tirées d'un poème de Edgar Allan Poe, The Ravens. On entend un style particulier de chant sur cette démo, une sorte de ululement que Nat Frost va abandonner par la suite, mais du coup rien que pour avoir cette piste où on entend Nat Frost chanter comme ça, je trouve que la démo vaut la peine d'être écoutée au moins une fois. On retrouve dans les paroles un thème qui va être largement abordé dans la carrière de Carpathian Forest pour la première fois, et donc je vais vous traduire rapidement ce qu'il dit, mais en gros il dit que dans la forêt et dans les arbres il retrouve des potences, des gibets, l'endroit où on met des cordes, voilà. C'est la première fois qu'on entend parler de ce thème dans Carpathian Forest, et quand je parlerai de ça, je dirais passer volontairement de l'autre côté, histoire d'éviter des mots qui pourraient poser problème à YouTube. Je trouve que dans cette démo, le son est beaucoup plus clean que sur les démos précédentes. J'ai l'impression que le groupe avait un petit label, donc déjà un petit peu plus de moyens, avec quand même des ambitions de faire quelque chose un peu plus travaillé. La petite anecdote qui est rigolote de cette démo, c'est que va y avoir un groupe de black metal qui va s'appeler Svatjern, et justement inspiré par le nom de la démo. Et il y aura notamment des musiciens de Svatjern qui vont jouer dans Carpathian Forest, un peu des musiciens de session live, on verra, il y en aura plein différents. Donc voilà, c'est une petite anecdote qui valait la peine d'être mentionnée. La démo a quand même influencé le nom d'un groupe. Le groupe va signer sur un plus gros label italien qui s'appelle Avantgarde Music, et ils vont se décider à enregistrer leur premier EP en 95. Pour l'occasion, ils se disent qu'ils vont peut-être arrêter avec ces histoires de vampires et ils vont choisir des noms un peu plus nordiques, qui sont plus au goût de l'époque. Lord Nosferatu va s'appeler Nat Frost et Lord Karstein va s'appeler Nordavind. Ou Nordavind, je sais pas comment on prononce, mais je vais dire Nordavind, désolé si je le prononce mal par avance. Through Chasm, Caves and Titan's Woods va sortir en 1995, donc 2 ans après leur dernière démo. Cette EP, tout comme leur première démo, est considérée comme culte, et en effet, on a une pochette qui est absolument
absolument sublime, et d'ailleurs qui est la même pochette qu'un autre album qui est un peu plus d'électro de ce que j'ai compris, donc je vous montrerai les pochettes avec la description, j'ai plus les notes en tête. Et ce qui est assez marrant de voir, c'est qu'on a donc le logo de Carpathian Forest qui est sur cet album, mais qui est complètement en rose-violet un peu bizarre, et ça, si on se rappelle, c'était aussi le cas sur le premier EP de Mayhem, Death Crush. Cet EP est intéressant, déjà ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a eu 2 sessions d'enregistrement différentes sur les morceaux, donc c'est peut-être pour ça que l'album peut sonner un peu différent sur certains moments. La première session d'enregistrement était en 93 et on retrouve des morceaux comme Journey Through the Cool Mores of Svatyan qui donnait son nom à la démo précédente. On a également The Eclipse et Raven avec donc le poème de Edgar Allan Poe avec la voix chuchotée comme on avait expliqué sur la démo précédente. Et tous les autres morceaux ont été enregistrés en mars 1994 dans la nuit. Voilà. C'est écrit sur le livret qu'ils ont enregistré ça de nuit. Bon après personne n'est allé vérifier. J'imagine que c'est vrai s'ils le disent. On retrouve notamment dans ces morceaux Carpathian Forest, donc celui qu'on écoutait sur le Real Soul Outtake de 92. Et on a aussi un morceau When Thousand Moons Have Circled où on entend le fameux cri à la Tom G Warrior là. Bon allez, je vais le faire là, le ouh. Vous voyez le truc qu'adore faire Tom G Warrior, et bah ils le reprennent un petit peu sur ce morceau. Donc voilà, s'il y en a qui doutaient encore que c'était influencé par Celtic Frost, là je pense que on est complètement dedans. Donc Carpathian Forest et When Thousand Moons Have Circled ont été écrits par Nat Frost. Et enfin Nordavin va quant à lui pondre un morceau, The Pale Mist Hovers, The Nightly Shores, et je vous le recommande absolument, j'ai énormément aimé ce morceau. Pour moi c'est un des meilleurs de cet EP, et donc au global moi j'ai énormément adoré cet EP. D'ailleurs merci à Thomas de Forgotten Wisdom qui me l'a recommandé quand j'étais un petit peu dans mes recherches sur Carpathian Forest, parce que ça m'a permis de m'aiguiller, un peu comprendre ce qu'ils avaient fait à leur début. Donc on voit qu'ils ont réutilisé des morceaux de leur première démo, hein. Toute leur première démo c'était un peu un travail de préparation avant cette EP, même si voilà, comme j'ai dit, la démo Bloodlust and Perversion a son côté historique et culte dans la scène black metal. Les riffs sont toujours typés Celtic Frost, mais on va voir que ces riffs ils vont un petit peu évoluer pour aller vers quelque chose de plus rythmé, un peu plus rock'n'roll. Ça on va voir ça par la suite. Particularité de cette EP également, c'est qu'on retrouve la présence de claviers. Alors c'est pas du tout des claviers comme ça pourrait l'être dans du Dimmu Borgir ou du Cradle of Filth. C'est plus des claviers qui sont utilisés avec parcimonie pour mettre une sorte d'ambiance un peu malsaine derrière les riffs, et je trouve que c'est super intéressant la manière dont sont utilisés les claviers dans Carpathian Forest, et ça c'est quelque chose qu'ils vont continuer de développer tout au long de leur carrière. En 96, Carpathian Forest va faire un split avec le groupe Cultus Sanguine, un groupe italien, donc ils ont probablement été mis en contact avec leur label, qui est lui-même italien. Et donc Cultus Sanguine a sorti un EP également, Cultus Sanguine, en 95, et donc ils se sont dit, bah on va relier les 2 EP ensemble et en faire un split. Ce qui est assez rigolo, c'est que Cultus Sanguine est étiqueté Black, Doom, Gothic, et du coup, bah je trouve que le côté un peu Doom, un peu lent, et Gothic, ça convient bien à Carpathian Forest, en tout cas à leur début. Après ça va être un peu différent. Mais voilà, pour moi, en fait, souvent quand il y a un split, c'est généralement pour partager les fans, hein. Par exemple, si vous mettez un autre groupe avec une de vos productions, vos fans vont écouter l'autre groupe et vice versa. Donc en fait ça permet un peu de faire de la promotion et de faire du partage tout simplement. Et souvent c'est avec 2 groupes qui ont un peu soit des idées à peu près similaires, soit un son à peu près similaire, ils font partie de la même scène. Là je pense que c'était un peu dans cet esprit là qu'ils ont fait ce split. En 97 va sortir une compilation des 3 premières démos de Carpathian Forest qui va s'appeler Bloodlust and Perversion, tout comme la première démo. Alors là il me semble que le groupe n'avait pas eu trop son mot à dire, c'est plus le label qui l'a fait un peu sous le manteau, et ça on verra que notamment dans la carrière de Carpathian Forest c'est arrivé que parfois les labels sortent une production, que le groupe est pas vraiment d'accord, mais que ça se fait quand même de manière un peu nonchalante. Est-ce que le groupe était d'accord, oui ou non? Parfois ils disent pas tout le temps la vérité. Donc voilà, je sais pas s'ils jouent là-dessus, mais en tout cas cette compilation aurait été sortie sans leur accord. Donc là je considère qu'on a un peu clôturé la première partie de Carpathian Forest, parce que en 1998, ils vont sortir enfin leur premier album studio, Black Shining Leather. Le groupe a bien peaufiné ses compos, s'est amélioré sur leurs instruments, comprennent un petit peu mieux l'industrie de la musique, et ils accueillent un batteur qui s'appelle Lazar, et ce qui est assez rigolo c'est que Lazar va jouer sur cet album, va partir, et après va rejoindre Borknagar en tant que claviériste chanteur, et il est toujours dans le groupe Borknagar. Donc pareil, Borknagar, un groupe assez important de la scène black metal norvégienne, même si voilà, eux, ils sont plus un peu dans un délire progressif, folk, des choses comme ça. Mais bon bref, pour parler concrètement de l'album Black Shining Leather, et pourquoi je dis que là on rentre dans une nouvelle ère de Carpathian Forest, eh bien je pense que Nat Frost a commencé à découvrir des choses sur lui-même, à explorer des thèmes et à se dire qu'ils allaient changer la direction
artistique de Carpathian Forest. Les vampires, le côté gothique et tout, c'est sympa, mais Nat Frost il a quand même envie de parler de thèmes qui lui sont propres. Là où jusque-là on avait un groupe voilà qui tapait un peu dans l'imaginaire romantique, gothique, au niveau des vampires, description de paysages avec un thème assez sombre, parfois maléfique, parfois qui évoquait le passage dans l'au-delà, de manière assez poétique, et bah là en fait on va aller sur quelque chose qui est beaucoup plus cru. Et pourquoi? Déjà je pense que Nat Frost a découvert beaucoup de choses sur lui-même. Déjà il est fasciné par la mort, il découvre également pas mal de choses sur lui-même et sur ses fantasmes qu'il va beaucoup chanter tout au long de sa carrière. Et enfin, il est connu que Nat Frost a sombré très rapidement dans des drogues assez dures, et donc je sais pas si c'est vers cette période également qu'il commence à en consommer. En tout cas, ça sera jusqu'en 2005, on sait pas exactement quand est-ce qu'il a commencé à consommer des drogues dures, mais possiblement vers cette période, donc c'est possiblement une explication de pourquoi il a eu une vision artistique complètement différente de ses débuts. Donc déjà, début de l'album, un sampleur de film pour adultes, ça c'est quelque chose qu'on va pas mal retrouver dans la carrière de Carpathian Forest. Autre nouveauté également dans l'album, c'est l'apparition du thème du sadomasochisme. Oui voilà, désolé c'était un peu direct. Les morceaux comme Black Shining Laser, Sadomasochistic ou encore Pierce Genitalia sont composés par Nat Frost et évoquent complètement le sujet. Ça a un côté très nihiliste où il y a un mélange de douleur, de plaisir et d'abandon de soi complètement. Et concrètement, étant donné que sa vie est un fléau, il fait un peu ce qu'il veut quoi. C'est un peu ce qui est décrit au travers de ses morceaux. Nordavin quant à lui va continuer un peu dans la veine du Carpathian Forest d'avant, donc un peu dans ces ambiances poétiques, froides, les paysages, mais va avoir un côté beaucoup plus cru. On a un morceau Death Triumphant qui est une sorte de poème fait pour le meurtre, concrètement, où voilà, on a quand même un aspect poétique avec le froid et l'obscurité de la nuit vis-à-vis de la mort et tout. Ça reste un peu dans les thèmes que Nordavin aime bien aborder. Et d'ailleurs, dans ce morceau Death Triumphant, il parle de Strangle Brew, donc en fait, ça annonce déjà l'album qui va suivre après. Donc voilà, c'est une petite anecdote qui est rigolote, mais dans les paroles de Death Triumphant, on parle de Strangle Bro. Comme j'ai dit, il n'abandonne pas complètement les thèmes romantiques qui étaient propres au groupe jusque-là. Il va composer un morceau The Northern Hemisphere qui est beaucoup plus ambiant, avec une atmosphère assez lourde et qui dénote, mine de rien, des autres morceaux de l'album. Ça, on va voir que Carpathian Forest aime bien faire ça, mettre des morceaux qui dénotent complètement du black metal ou black and roll qu'on leur connaît. On a également un morceau qui s'appelle Third Attempt. Alors donc c'est la troisième tentative. Tentative de quoi? Je pense que vous pouvez le deviner. Et donc j'ai lu dans une interview de Nat Frost que cette troisième tentative, qui est donc un morceau de musique, fait suite aux deux précédents qui pour le coup étaient bien réels. Il dit qu'il aurait tenté de passer volontairement de l'autre côté, mais qu'il aurait été sauvé par quelqu'un. Bon voilà, après c'est quelque chose qu'il a déclaré en interview, j'ai jamais eu de confirmation de ça, je sais pas si c'est vrai, on sait pas trop s'il dit des mensonges ou s'il est vraiment sincère dans ce qu'il raconte. Donc voilà, toujours est-il qu'on a ce morceau Third Attempt qui évoque complètement un des thèmes centrales dans Carpathian Forest, dont il va beaucoup parler en interview. Et autre petite anecdote marrante, même si c'est pas très drôle au final, Third Attempt ça va être un autre groupe de black metal, ça va être des musiciens de Carpathian Forest qui vont partir de Carpathian Forest et créer ce groupe en référence à Carpathian Forest du coup, et aux thèmes sombres qui sont employés. Alors là je vous ai présenté un petit peu les morceaux de Nordavin et les morceaux de Nat Frost. C'est vrai que les deux composent un peu chacun de leur côté, mais c'est pas non plus un double album solo, ils ont enregistré deux pistes qu'ils ont co-composées, In Silence I Observe et Lunar Nights, qui sont des très bons morceaux, donc comme quoi l'osmose entre les musiciens était là et fonctionnait très bien. Et mine de rien, ce qui est très connu sur cet album pour finir, c'est le morceau bonus, qui est une reprise de The Cure, A Forest. Alors moi je connais pas très bien The Cure, mais la version que j'ai entendue de Carpathian Forest était vachement sympa, avec un côté très, on va dire, très sombre également, je pense comme le morceau original. Et c'est le morceau, je crois, le plus écouté de Carpathian Forest. Ça doit être une reprise qui les a quand même fait globalement pas mal connaître. Et je trouve que ça montre déjà également une facette du groupe, c'est que ils se la jouent pas trop, on va dire, gardien du temple, gatekeeper du black metal, je pense qu'ils en ont un peu rien à faire. Ils hésitent pas à faire des reprises de groupes qui sont pas du tout dans cette sphère-là, à parler de thèmes que d'autres groupes n'abordent pas, à mettre des passages plus ambiants, des choses comme ça en plein milieu de pistes qui parfois n'ont rien à voir, et ça c'est une caractéristique qu'on va retrouver sur Carpathian Forest, c'est que leurs albums c'est un peu un bordel en termes de, on va dire, de cohérence, mais c'est souvent bien fait, et c'est souvent sans essayer de trop suivre les modes. En janvier 2000, je pense que là le groupe a vraiment débloqué des contrats et doit vraiment se mettre au travail. Nat Frost est super motivé pour commencer à faire des albums et à faire des tournées. Jusque là ils avaient
pas trop donné de concerts, peut-être 2 ou 3. En tout cas sur les sources que j'ai vues, il y en a pas beaucoup qui sont cités. En revanche Nordavind, lui, il est pas du tout dans cet esprit-là, il préfère être plutôt solitaire, les concerts ça lui file plutôt, d'après ce que Nat Frost dira en interview plus tard, de l'anxiété, et donc va déjà y avoir un premier conflit. Le groupe en janvier 2000 va donc enregistrer pas un mais 2 albums au Soundsuite Studio, et à la fin du deuxième album, Nordavind va dire qu'il va quitter le groupe. Selon les dires de Nat Frost, il aurait acheté une maison dans les bois, il s'y serait réfugié, et il coulerait des jours paisibles. Alors ça je sais pas si c'est vrai, encore une fois, on sait pas trop si ce qui est dit en interview est vrai ou pas. Toujours est-il que Nordavind ne se retire pas complètement de Carpathian Forest, il va continuer à faire des petites choses pour le groupe, il va aussi également jouer avec Nat Frost sur son projet solo. Il y aura une anecdote un peu dégueu d'ailleurs après. Mais voilà, en gros, l'important à savoir c'est que Nordavind va quitter le groupe, et c'est là où en fait j'ai lu pas mal de choses qui allaient dans ce sens, et même dans mes propres commentaires de vidéos il y en a qui m'ont dit ça, mais c'est que une fois que Nordavind est parti, et Carpathian Forest a un peu perdu son esprit. Jusque là en fait Carpathian Forest c'est une entité qui est bicéphale, donc à 2 têtes, et le fait que Nordavind part avec son côté on va dire plus sur des morceaux ambiants, plus sur des morceaux parfois un peu voilà, description de paysages, poétique, un peu romantique. Le fait qu'il soit parti, ce qui laisse Nat Frost, donc il y a plus un côté on va dire punk rock, fan de black metal, fan de sadomasochisme, ce genre de choses, ça fait que le mélange est plus là, et donc ce qui fait que le groupe a un peu perdu de sa superbe. Et d'ailleurs le patron d'Avant-Garde Music a fait une interview que j'ai trouvée sur internet où il disait qu'à l'époque où il bossait avec Carpathian Forest, il avait souvent Nordavind au téléphone, et il lui semblait, je précise que c'est son point de vue, que Nordavind faisait plus pour la direction artistique du groupe et semblait être la tête pensante du groupe bien plus que Nat Frost. Voilà, je pose ça là, ça vaut ce que ça vaut. Moi je trouve que Nat Frost est quand même un artiste très intéressant, et évidemment Nordavind a énormément contribué à l'identité de Carpathian Forest jusque-là. Toujours est-il que là Carpathian Forest a sorti ses classiques, Bloodlust and Perversion, Through Chasm Caves and Titan's Woods, et Black Shining Leather, même si on veut pinailler, il y en a qui disent que Black Shining Leather n'est même pas si culte que ça, c'est plus les 2 premiers que j'ai cités. Bon ça après voilà, c'est un débat, je pense qu'on va pas le faire ici sur cette chaîne, parce que de toute façon je m'y connais pas assez en black metal pour vous en parler, mais voilà, toujours est-il qu'en tout cas ces 2 premiers enregistrements sont importants, et Black Shining Leather est aussi un album qui est très apprécié, et je crois que c'est le mieux noté du groupe quand on regarde un peu les notations de tous leurs albums. Et donc à partir de là, donc en fait le groupe a déjà sorti ses albums cultes, et donc va devenir un groupe entre guillemets normal. Là je mets des grosses guillemets parce que normal, on va voir que c'est tout sauf un groupe normal, mais du coup ça va être album, tournée, musicien de session, concert, et donc prestations scéniques. Donc le groupe en fait rentre un peu dans le moule, et ça va peut-être déplaire à certains qui préféraient quand le groupe était resté dans l'underground. En 2000, le groupe va accueillir un bassiste qui s'appelle Chort, qui va rester un bon moment, et va sortir un single qui s'appelle It's Turning Blue, avec en face B une reprise de Mayhem qui s'appelle Ghoul. C'est un picture disc voilà, qui existe, que je n'ai pas, je sais pas d'ailleurs s'il est facile à trouver, mais en tout cas ça annonce l'album qui va suivre, Strange Old Brew. Strange Old Brew, c'est donc l'album également sorti en 2000, et le principe de cet album ça va être une réécriture de leurs morceaux qu'ils ont déjà écrits par le passé, de 91, du moment où c'était Enthroned, jusqu'à donc leur dernière sortie Black Shining Leather. Les riffs se font de plus en plus rock'n'roll, Nat Frost adore vraiment cette musique, le punk rock. Sur cet album on retrouve des éléments qui ont fait la particularité du groupe, des sampleurs de films pour adultes, des riffs inspirés Celtic Frost, mais voilà, là, complètement rock'n'roll dans l'esprit. Les thèmes sadomasochistes qui sont repris, notamment sur un morceau comme Mask of the Slave, que moi c'est un morceau que j'aime beaucoup, je le trouve limite dansant, très rythmé ce morceau, et on retrouve également le thème sur la 6ème piste qui va être le passage de l'autre côté song. Vous lirez le titre, 6ème piste de l'album, Strange Old Brew. Donc voilà, encore une fois, un thème qu'on revoit avec le morceau bonus It's Turning Blue, où, voilà, ça décrit quelqu'un également qui passe de l'autre côté et qui devient bleu, donc voilà, c'est quand même assez explicite comme parole. Pour le côté très rythmé des morceaux, et en fait Nat Frost va commencer à déclarer qu'ils sont plus un groupe de black metal, que de toute façon le black metal c'est déjà dépassé, que c'est devenu une caricature, et que c'est plus un groupe de rock'n'roll, de punk rock. Voilà, ça dépend un peu comment il dit, parfois il se dit qu'il est pas du tout punk, mais parfois il dit qu'il y a un côté punk dans sa musique. En tout cas, il revendique très souvent le côté rock'n'roll. Quand il est avec ses musiciens plus tard, à chaque fois il dit qu'ils vont jouer du rock'n'roll sur scène, il se déclare de moins en moins comme un artiste de black metal à ce moment-là. Donc ce côté black metal et rock'n'roll, ça va être un mouvement qu'on va appeler le black and roll, qui va être fait par certains artistes. Alors moi je m'y connais très peu, mais une chose est sûre, c'est que sur les remerciements de cet album Strange
Strangle Brew, ils remercient Frost de Satyricon, autre groupe de black metal norvégien, et qui notamment avec leur album comme No Diabolical ont également un black metal très rock'n'roll dans l'esprit. Donc voilà, je sais pas si Satyricon s'est un peu inspiré de Carpathian Forest pour ça. En tout cas, Strangle Brew c'est 2000 et No Diabolical c'est 2006. Et donc là, on pouvait déjà être un peu perdu dans la musique de Carpathian Forest, parce que parfois c'est speed, parfois c'est doom, parfois voilà, ça parle du passage de l'autre côté, ça parle de sadomasochisme. Et puis en fait là, pour moi, c'est là où j'ai commencé à plus rien comprendre à la carrière du groupe, où on a encore une fois une piste très ambiante, avec du piano, des claviers, une sorte d'ambiance très inquiétante, et puis du saxophone, voilà, pourquoi pas. Le groupe se met à mettre du saxophone dans ses pistes, et ça, ils vont le faire quand même pas mal de fois dans leur carrière, donc c'est un petit peu une de leurs marques de fabrique. Le saxophone dans le black metal, c'est quelque chose qu'on peut retrouver par exemple dans un groupe ukrainien comme White Ward, donc c'est pas quelque chose qui est complètement unique à Carpathian Forest, mais c'est vrai que c'était une expérimentation qui était assez particulière, et qui fonctionne en fait super bien. Ces pistes un peu ambiantes là, qui sont sur les deuxièmes moitiés d'album de Carpathian Forest, et qui sont souvent l'œuvre de Nordavind, et moi je les aime beaucoup, même si en fait on sort complètement de l'album et on part sur complètement autre chose. Ce qui fait qu'un album de Carpathian Forest, c'est pas quelque chose où tu commences et tu finis de la même manière, c'est une sorte de long périple qui passe par plein de choses différentes. Donc l'ambiance est complètement particulière, c'est une sorte de mélange, et voilà, du coup on pourrait dire un étrange vieux breuvage comme le nom de l'album. On poursuit dans l'album avec un Clock of Midnight pareil, avec une ambiance bien pesante, bien lourde, et on va arriver sur Theme from Necromantic, qui est une pièce symphonique qui a été composée par le compositeur allemand Jörg Böttgerist pour le film d'horreur Necromantic, et donc pareil, le groupe il met un petit peu sa patte, c'est assez particulier, c'est assez bizarre d'entendre ça sur un album. Et je crois que là on atteint le pompon de la bizarrerie sur The Good Old Enema Treatment, donc le bon vieux traitement du lavement, où en fait pendant 2 minutes on entend globalement des bruits de paix, quoi. Voilà, je vous conseille d'aller écouter ce morceau juste pour la séance. Morceau très particulier d'ailleurs qui aura une seconde partie, donc restez bien sur cette vidéo, ça serait dommage de rater ça. Donc voilà, un album qui est pour moi très bizarre, et donc c'est pour ça que la première fois que j'ai écouté ça, ça m'a pas laissé indifférent, et j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter. Je pensais que le groupe était assez provocateur, second degré, bizarre, mais au final les thèmes sont assez sombres, on passe sur pas mal d'expérimentations, on reprend une pièce symphonique d'un vieux film d'horreur, on fait des espèces de sampleurs de films pour adultes, donc ça à la rigueur on peut se dire c'est rigolo, mais d'un autre côté voilà, on a une espèce d'approche artistique, rock'n'roll black metal. Au final il y a vraiment une volonté artistique derrière cet album, c'est pas juste de la déconnade. C'est pour ça que j'ai été particulièrement perturbé, parce que je pensais que j'allais juste écouter un black metal norvégien très classique avec un côté encore plus provocateur que les autres. Au final non, c'est très bizarre comme manière d'approcher la musique. A noter que pour cet album le groupe va changer de logo, et donc va choisir ceci avec donc le C et le F, comme j'ai dit, CF Celtic Frost, Carpathian Forest. Bon, donc là il est en énorme sur la pochette pour le coup, mais on voit l'ancien logo ici quand même. Qu'est-ce que ça évoque? On a le côté rond, c'est un peu se faire mal, peut-être le cercle, c'est peut-être sur un truc SM qu'aimait bien être Frost, je sais pas. En tout cas toujours est-il que ce logo également rentre dans on va dire les deux logos différents que Carpathian Forest a utilisé jusque là. En 2001 on va sortir Morbid Fascination of Death, avec donc Chort le bassiste qui va passer à la guitare, et l'accueil d'un nouveau bassiste, Vraxin. Je précise Chort et Vraxin, et d'ailleurs je préciserai pas vraiment les autres changements de line-up, parce que c'est des membres qui vont rester un long moment dans Carpathian Forest, et donc avec l'officialisation du départ de Nordavind sur cet album, on peut se dire que du coup Carpathian Forest va se reconstruire autour de ces trois membres, et surtout Vraxin qui est donc bassiste, mais qui va composer notamment sur l'album de 2003 qu'on va voir par la suite. On retrouve sur cet album une première partie un peu toujours dans cet esprit black and roll, blasphématoire, qui évoque le passage de l'autre côté, volontaire, et donc les thèmes qu'aborde Carpathian Forest, et encore une deuxième moitié avec des morceaux qui sont très particuliers. Je pense notamment à Cold Comfort, qui encore une fois reprend du saxophone, toujours avec des ambiances très particulières, et donc qui devient une sorte de marque de fabrique du groupe à ce moment-là. Le groupe d'ailleurs se revendique en étant du misanthropique black metal particulier. Je pense que c'est une manière un peu de se moquer des étiquettes, voilà, on leur dit black metal, ils disent ouais non on est du black metal misanthropique. Je sais pas si c'est vraiment où ils ont essayé d'installer une nouvelle étiquette, ou si c'est vraiment un peu du second degré. Toujours est-il que voilà, ils aiment bien se décrire comme ça, du black metal misanthropique. A noter qu'en 2001, donc après les sessions d'enregistrement de cet album, ils ont enregistré un morceau qui s'appelle Nostalgia, qui est en fait une reprise d'un des morceaux qu'il y avait sur leur troisième démo Journey Through the Cold Moors of Svatjern, et le morceau s'appelait The Last Sign of Nostalgia. Là ils vont la réenregistrer comme étant un morceau qui s'appelle Nostalgia, qu'ils vont mettre en bonus, et ils vont également mettre en bonus la reprise de Mayhem, Ghoul, qu'ils avaient mise sur leur single en 2000. Alors j'ai essayé de trouver des informations
comme j'ai pu un peu sur ce qui s'est passé par la suite sur Carpathian Forest. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit que Nat Frost consommait énormément des drogues dures, hein, on va dire, pour résumer le truc, et sa santé va commencer à décliner. Avant-Garde Music, qui est un label italien comme je le rappelle, a organisé un concert en Italie, et donc le patron d'Avant-Garde Music qui a fait l'interview que j'ai trouvée sur internet, bah en fait va aller voir Carpathian Forest, et en fait va trouver un Nat Frost qui est complètement diminué, rongé par la drogue, assez peu lucide, à tel point qu'en fait c'est les autres membres du groupe donc qui viennent de formations comme Green Carnation ou In the Woods qui en fait gèrent plus le groupe que Nat Frost lui-même, hein, donc c'est assez particulier. Mais pour vous dire à quel point en fait vers quelle direction se tournait Carpathian Forest, là on est vraiment dans des années un peu particulières où Nat Frost est en plein dans ses dépendances et ses démons, et d'une part en fait ça va se ressentir sur la qualité des prestations et l'image qu'a le groupe, mais d'un autre côté ça va aussi se ressentir artistiquement dans la musique, donc c'est quelque chose qu'il est important de mentionner dans l'histoire du groupe. Donc voilà, en 2001, à part voilà cet écho qu'on a eu de ce concert en Italie, il y a également une démo qui sort d'un live at Inferno, donc voilà, je sais même pas si le groupe était d'accord pour cette sortie, mais toujours est-il que c'est sorti et c'est quelque chose qui existe. En 2002, le groupe va sortir une compilation qui va s'appeler We're Going to Hell for This, Over a Decade of Perversions. Donc voilà, on va aller en enfer pour ça, quasiment une décennie de perversion, donc référence à Bloodlust and Perversion, leur première démo, et donc une decade, donc ça fait quasiment 10 ans que le groupe existe. Donc ils sortent cette compilation très cool parce qu'en fait c'est des inédits qui ont été enregistrés entre 2001 et 2002. On y retrouve d'ailleurs la partie 2 de notre morceau préféré, The Good Old Enema Treatment Part 2, donc le bon vieux traitement du lavement, et donc là en fait, là c'est carrément des espèces de cris d'enfants qui sont pendant une messe, on entend des bruits d'église, et enfin là ça commence vraiment à devenir beaucoup trop con pour moi. Encore une fois, je vous invite à aller écouter ça juste pour la séance, et d'ailleurs ça c'est un truc qu'ils vont utiliser pour clôturer le concert d'un DVD qui va suivre, et je vous jure que ça a son petit effet. En 2003, le groupe va sortir son quatrième effet, Defending the Throne of Evil, donc là ça va être le premier album sans la patte de composition de Nardavind, qui va plutôt être remplacé par Vranksin, et Vranksin va lui-même s'occuper de certaines parties plus ambiantes. J'imagine qu'ils l'ont recruté pour ça, parce que ça devait faire partie de ses compétences. Le saxophone est bien repris, hein, comme quoi ce n'était pas juste Nordavind qui apportait ça, mais quelque chose qu'ils ont bien repris. On y retrouve évidemment tout ce côté black and roll, avec les thèmes liés au passage de l'autre côté volontaire, le sadomasochisme évidemment, et donc ce côté un peu, voilà, comme j'ai dit, piste ambiante, avec du saxo, avec des ambiances un peu inquiétantes, pesantes, continue de perdurer sur cet album, qui fait que voilà, en fait on essaye un peu de gommer le fait que Nordavind n'est plus là, en continuant sur la lancée des deux précédents. Je précise ça parce que vraiment, le fait que Nordavind ait quitté le groupe, ça a été vraiment pointé du doigt, hein. Dans Carpathian Forest, je pense que Nat Frost en était très bien au courant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait il va, je pense, se diriger sur un projet solo par la suite. Donc voilà, en fait il y a vraiment ce côté où il y a Vranksin, qui est donc le nouveau bassiste, qui est quelqu'un qui est très respecté, hein, dans la scène black metal, mine de rien, qui est quelqu'un qui est poète, qui a écrit des choses, qui a joué, qui est musicien, ou même si on voit son cul en concert, hein, la moitié du temps, mais ça reste quelqu'un qui est très respecté, notamment il compose et il est crédité sur les parties qui sont un peu plus ambiantes, où Nordavind était censé être là. Et donc voilà, je précise ce côté pour Nordavind parce que comme j'ai dit, Carpathian Forest c'était une entité bicéphale, et ça certains fans l'ont très bien souligné sur l'arrivée de ce nouvel album. Alors cet album je l'ai un peu écouté quand même pour préparer cette vidéo, même si je le connais moins que les autres, mais si je devais dire quelque chose, c'est que la voix de Nat Frost en tout cas me plaît beaucoup. C'est une voix vraiment très criarde, très puissante, qui a un peu perdu de sa superbe au fil des années à cause des consommations de Nat Frost, mais je trouve qu'il est encore à un bon niveau, et notamment en fait on retrouve encore une fois ces claviers qui accompagnent et qui donnent une touche un peu malsaine au riff. Ça c'est vraiment une marque de fabrique de Carpathian Forest, encore une fois. Donc on va dire que là on a une sorte de triplette, Strangle Brew, Morbid Fascination of Death et Defending the Throne of Evil, qui sont vraiment trois albums qui pour moi sont un peu dans la même lignée, même s'il y a une petite évolution, mais voilà, on garde une recette qui fonctionne relativement bien. De cet album sort vraiment le morceau It's Darker Than You Think. Donc le premier morceau de l'album, c'est vraiment celui qui est le plus écouté et le plus connu, le plus joué en concert. Et on va voir que ce morceau il a des anecdotes assez marrantes en live. En 2003, le groupe va jouer au Wacken et c'est véritablement une déchéance sur scène. Donc déjà en fait Nat Frost arrive sur scène, il se vomit dessus. Il racontera après qu'en fait il avait déjà pas mal picolé, que contrairement à ce qui était dit dans les journaux, il avait pas pris de champignons hallucinogènes à ce moment-là, mais que c'était juste de l'alcool, et qu'en fait au lieu de partir, en fait il avait pas envie parce qu'il y avait plein de gens devant lui et que c'était un super concert, et donc il s'est dit qu'il s'est un peu vomi dessus, histoire de montrer un peu le vrai esprit. Je pense que si vous étiez là à ce moment-là, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que ça devait être un grand moment du festival. Et donc on a quand même la vidéo du concert sur YouTube, alors on voit pas le début, on voit pas la fin,
Apparemment il aurait revomi juste avant le rappel, donc forcément ça a un peu marqué les esprits. Et je trouve qu'il y a un moment qui est super drôle dans ce concert, c'est juste avant le morceau It's Darker Than You Think, où il dit ouais on est Carpathian Forest, et alors je vais le dire poliment, mais il dit ouais on est là pour vous faire l'amour. Et après il fait It's Darker Than You Think, et là t'as vraiment un gros plan sur le public et tu sens qu'il n'y a pas trop de réaction en face, tu vois, t'as les gens qui font ouais. Tu sens que là dans l'audience, il y en a qui sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'on fout là en fait, genre là ça va beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop con pour moi. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un moment qui est absolument hilarant de ce concert. Mais bon bref voilà, en 2004 le groupe va sortir une nouvelle compilation, Skin and Sleek, qui est donc le deuxième morceau de Defending the Throne of Evil. On y retrouve une version alternative de ce morceau, un inédit, quelques lives et l'intégralité de la démo Bloodlust and Perversion. Cette démo elle sort sur Season of Mist, donc voilà, le groupe commence peu à peu à changer de label et à quitter Avantgarde Music. La même année, donc en 2004, le groupe va sortir un DVD live, We're Going to Hollywood for This, Live Perversions, donc c'est une référence à leur compilation We're Going to Hell for This, donc on va aller en enfer pour ça, là c'est on va aller à Hollywood pour ça, qui est donc un concert filmé. Pour moi, un excellent concert, un super son. Pour moi c'est un concert qui est aussi bon que le Black Mass Krakow de Gorgoroth, mais malheureusement là où ce concert est connu c'est plus en fait pour le côté provocateur. En effet le groupe déjà va ramener des femmes dénudées sur scène qui ont un certain embonpoint, donc qui n'ont pas été choisies au hasard. Elles sont deux et notamment en fait elles n'apportent absolument rien au morceau en fait, donc t'as le groupe qui est en train de jouer et puis à côté elles font des danses en mode voilà, elles font ça pendant tout un morceau et puis 5 morceaux après elles reviennent sur une nouvelle piste et voilà, donc ça c'est assez rigolo. Déjà le live est sur YouTube, je mettrai pas d'image parce que je peux pas, étant donné qu'elles sont plutôt dénudées. Donc voilà, c'est connu pour ça, et c'est aussi également connu pour Wrangsin, donc Wrangsin le bassiste. Sur scène en fait il est, on voit ses fesses concrètement. Donc il y a un gros côté irrévérencieux sur les musiciens. Donc voilà, entre Nat Frost qui se vomit dessus pendant un concert, lui qui monte ses fesses et tout. C'est assez particulier, c'est assez provocateur, mais voilà, il y a même certains qui trouvent que c'est un peu clownesque. Pourquoi pas, mais en tout cas ça laisse pas indifférent, et ce live malheureusement est plus connu pour ça que réellement la qualité musicale des morceaux. La même année, Nat Frost va sortir le premier album de son projet solo Blood and Vomit, donc le sang et le vomi, donc jusque là ouais je vois à peu près l'idée. Il considère qu'il avait composé certains morceaux mais qu'ils étaient trop primitifs pour du Carpathian Forest, même s'il considère que Carpathian Forest c'est quand même assez primitif, et oui je suis plutôt d'accord avec lui. Il disait qu'il y avait quand même une forme d'élaboration de ses morceaux et qu'il voulait des choses beaucoup plus vulgaires et primitives, donc sur son projet solo Nat Frost. Et d'ailleurs c'est un groupe qui va faire perdurer, et notamment en fait quand il fait des festivals encore jusqu'à aujourd'hui, les deux groupes jouent, on a Carpathian Forest et Nat Frost qui jouent, et donc en fait il fait les deux concerts sur le même festival, alors parfois un jour d'intervalle, et parfois en fait c'est des musiciens qui sont en commun, parfois c'est deux groupes différents, donc il est avec deux bassistes en interview et tout. C'est assez particulier, mais pourquoi pas en vrai, s'il dit qu'il a deux types de morceaux et qu'il a deux groupes, et donc il fait des tournées, il fait tourner les deux groupes en même temps. Moi je trouve que c'est plutôt intéressant limite, s'il arrive à avoir l'énergie à faire les deux concerts. Alors j'ai écouté l'album, moi j'ai pas trouvé ça si différent que ça de Carpathian Forest, alors oui c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus dégueulasse et cradingue dedans, ça on va y venir, et ce qui est assez marrant c'est qu'il y a Nordavin notamment qui joue dessus. Alors moi j'avais comme théorie qu'il voulait peut-être s'éloigner de Carpathian Forest pour avoir son groupe Nat Frost et pas avoir un groupe Nat Frost X Nordavin, mais le fait en fait qu'il fait jouer Nordavin sur son album, pour moi en fait ça contredit un peu cette théorie. Je pense qu'il voulait réellement en fait faire un deuxième projet tranquillou. Et donc d'ailleurs sur cet album on a l'excellent morceau Nat Frost Takes a Piss, donc littéralement Nat Frost fait pipi, où on entend l'artiste uriner. Et également on a le morceau The Art of Spiritual Purification qui commence, on entend quelqu'un qui vomit, et en fait pour l'anecdote, c'est Nat Frost qui avait beaucoup trop picolé en studio, et Nordavin était en train de faire des chœurs, et en fait il a dit à Nordavin arrête, je vais aller vomir, et en fait Nordavin a pris le micro et a enregistré en fait Nat Frost en train de vomir, et ils se sont dit trop cool, on va le mettre sur l'album. J'ai lu une interview de Nat Frost cette année, donc après son album Blood and Vomit, où il est dans un tourbus, il est en train de se rouler un pétard, et apparemment il s'est pété une clavicule en concert, et il se l'est pété en 5 carrément, donc il galère un peu, là il dit que les concerts récents ont été compliqués, et il évoque quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il a des problèmes d'asthme et d'estomac, ce qui fait que parfois chanter, et notamment quand il est alcoolisé, ça lui provoque des vomissements, c'est le chant qui le fait faire vomir, donc ça expliquait un peu ce qui s'est passé au Wacken, je pense quand même qu'il y avait beaucoup d'alcool. Mais voilà, donc ça nous apprend quand même que Nat Frost a ses petits problèmes de santé, donc de l'asthme et des problèmes d'estomac. J'ai lu un live report également d'un Mexicain en 2005 qui a assisté à un concert de Carpathian Forest, et il dit qu'il était très déçu parce qu'en fait il n'y avait pas de claviériste à ce moment-là, donc en fait ça a donné beaucoup moins de saveur au morceau, même si le concert était excellent, un des meilleurs concerts qu'il a fait, il a dit. Il évoque le fait que c'était assez marrant sur scène, que par exemple Wrangsin avec sa basse essayait de le mettre dans les fesses de Nat Frost, après Nat Frost pour annoncer le morceau It's Darker
Higher Than You Think, donc c'est plus sombre que tu ne le crois. Il dit cette chanson parle de mon trou de balle. Donc voilà, c'est pour vous dépeindre un petit peu l'ambiance qu'il y avait en concert de Carpathian Forest. En vrai, moi je trouve ça marrant, mais voilà. En 2005, je crois que c'est un des moments où Nat Frost est le plus attaqué par la drogue, hein, et notamment, bon, dans ses représentations scéniques, il est avec des fausses poitrines de femmes en plastique, il porte des talons hauts, il porte des collants, donc il est déguisé en femme concrètement. D'ailleurs, il dira en interview l'année d'après que là, je crois, il avait complètement déconné. Si c'est ça qui l'a fait se rendre compte qu'il était en train de déconner, pourquoi pas, mais après, il y avait quand même des signes avant-coureurs, et notamment il y a un soir où là ça va vraiment être n'importe quoi, il va contacter un photographe qui s'appelle Peter Beste, et il va lui proposer de prendre la photo la plus dégueulasse qu'on puisse prendre de quelqu'un dans la pire condition, et en fait il va se faire prendre en photo dans une baignoire dans ses propres déjections. Voilà, désolé pour le côté un peu cru, mais je sais pas trop comment expliquer ça, hein. Et donc cette photo, elle est visualisable, elle est pas trop trash, hein, par rapport à ce que j'attendais, mais quand même, bon, n'allez pas la voir évidemment si vous êtes un peu sensible. Toujours est-il que là pour moi, je crois que 2005 c'était vraiment l'apogée en termes de consommation et de perte de contrôle totale de Nat Frost. Et en 2006, il va arriver en disant en interview qu'il a complètement arrêté avec tout ça, il va revenir sur l'épisode de la photo dans la baignoire en disant qu'il allait vraiment pas bien à ce moment-là. Tu m'étonnes. Il dit aussi qu'il a énormément ralenti sa consommation d'alcool, alors il continue de boire, mais il dit qu'avant en fait il se rappelait à peine de 10-15% des concerts qu'il faisait, que là il voulait être vivant, il voulait sentir quelque chose, et donc il buvait beaucoup moins. Et notamment en fait il y a une raison qui est donnée par lui sur le fait qu'il a arrêté sa consommation. Il dit qu'il est mort cliniquement pendant 2 minutes 30 du fait d'une overdose. Alors ça, j'ai pas eu de confirmation, je sais pas si c'est vrai, c'est possible. Après je pense que ça aurait fait du bruit dans la presse, je pense qu'on en aurait parlé, en tout cas dans la presse spécialisée. Donc voilà, j'ai lu ça dans une interview un peu, il l'a annoncé, il l'a jamais répété. Est-ce que c'est la vérité? Encore une fois, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je pense que c'est bien dans le black metal parfois de ne pas avoir la vérité, hein, parfois comme certaines histoires paranormales, ou parfois en fait le fait de ne pas savoir, c'est ce qui rend le truc plus mystérieux, et donc la musique revêt une toute autre dimension. Toujours est-il que voilà, il explique qu'il a arrêté complètement, et donc là en fait il va aller dans une période où en fait il va un peu continuer de faire des albums de Nat Frost, il va continuer de produire 2-3 petits trucs pour Carpathian Forest, mais pas grand chose au final, et surtout en fait il va mettre le groupe en pause. Et en fait quand on voit des interviews de lui, on va dire entre 2005 jusqu'à 2012, il a vraiment l'air dans un sale état, et quand on regarde les interviews d'après, il a l'air quand même d'aller beaucoup mieux. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un, on sent, qui a traversé des périodes pas faciles et qui finalement a décidé de se sortir de sa très mauvaise situation. 2006 va quand même signer le dernier album de Carpathian Forest en date, qui s'appelle Fuck You All, Caputum in Anno Est, et pour ceux qui ne parlent pas latin, d'ailleurs je parle pas latin mais je crois que j'ai à peu près deviné, c'est l'équivalent littéral de notre bonne vieille expression française tu as la tête dans le cul, sauf que là c'est vraiment littéral, hein. C'est pas tu es fatigué, c'est voilà. Et bah pour l'écoute de cet album, je m'attendais pas à grand chose parce que je crois que c'est le moins bien noté, mais au final je l'ai bien aimé. Nat Frost se met à utiliser de plus en plus sa voix claire, et pour le coup en fait je trouve qu'elle est très très bien sa voix claire. On va la réécouter un petit peu sur le dernier single qu'il a sorti avec le groupe. Donc il a toujours son gros là, très typé, très marqué par la scène black metal, mais voilà, donc il rajoute cette voix claire que moi je trouve vraiment sympa. On continue dans du riff black and roll, on continue dans les thèmes abordés par Carpathian Forest. On retrouve encore une fois un côté assez sataniste, et d'ailleurs pour en parler rapidement, en fait, le côté sataniste dans Carpathian Forest, c'est purement provocateur. Et en fait, c'est pas quelque chose qui élabore plus que ça. En fait, il dit déjà que de parler du passage de l'autre côté volontaire, c'est déjà quelque chose qui est anti-chrétien en soi. Parler de la perversion un peu, et de ce côté, la luxure, c'est un des 7 péchés du Capitole, donc également, en fait, c'est assez anti-chrétien de parler de ça. Et aussi, Nat Frost fait souvent des concerts où, en fait, il a une croix inversée dans la main, ou alors parfois il en a deux, et il chante en même temps. Donc ça, voilà, c'est quand même une imagerie qu'il utilise, mais on sent qu'il l'utilise un petit peu parce que, c'est les codes du black metal de toute manière, et que lui en fait il se dit que ça sert à rien en fait d'aller parler de Satan, alors que la vie est bien assez dégueulasse, et que rien que de la dépeindre, ça fait des albums qui sont très sombres. Et quand on voit par quoi il est passé, hein, on peut comprendre cette vision-là. Par ailleurs, en interview, il a évoqué 2 fois, dans une interview assez ancienne et dans une interview plus récente, qu'il a eu des problèmes avec des associations chrétiennes, qui faisaient des manifestations devant ces salles de répétition, et donc qui l'empêchaient soit de répéter, soit de faire des concerts. Il dit même qu'il a reçu des lettres de menaces de mort, hein, carrément, et en fait il répond à ça que en fait, aux gens qui le menaçaient de mort, il leur répondait par des menaces de mort aussi. Et en interview, il a précisé, mais je les aurais jamais tués de toute façon parce que je suis pas assez con, j'ai pas envie d'aller en prison. Super éclair de lucidité de sa part, hein, soit dit en passant. Et donc pour revenir à Fuck You All, l'album est quand même relativement mal reçu. Nat Frost est quand même dans un état de santé où il a gardé de lourdes séquelles, hein, de ses consommations passées. Et donc après cet album, le groupe, je pense, devant le peu de succès qu'a rencontré l'album, s'est dit qu'ils allaient faire un long hiatus et s'est mis en pause. Ils font
un petit concert de temps en temps, un festival, mais voilà, rien de très concret. Mais voilà, ils ressortent pas de nouvel album, pas de nouvelles productions depuis un long moment. Donc Nat Frost remonte peu à peu la pente, il y a quand même des anecdotes qui sont assez intéressantes dans ses concerts. En 2006, on apprend qu'il fait un concert où il a quand même une certaine connexion avec son public, donc le public lui tend des bières, il les boit, et également le public leur tend des cigarettes, et en fait il les éteint sur ses bras, et il dira en interview qu'en fait ça c'est un truc SM qu'il aime bien, et en fait il sent pas vraiment de douleur quand il fait ça. Et autre petit fait marrant que j'ai trouvé dans un commentaire YouTube sur une interview de Nat Frost sur YouTube, c'est quelqu'un qui disait qu'en fait il était à un concert. Alors soit c'était de Carpathian Forest, soit c'était de Nat Frost. Et en fait, après le concert, il croise quelqu'un qui a la tête qui est un peu ensanglantée. Et il se dit mec ça va et tout. Et le gars il répond ouais ça va, t'inquiète en fait c'est que j'étais au premier rang. Et qu'à la fin du concert, Nat Frost avait sa croix inversée dans la main, il l'a lancée dans le public et il se l'est pris dans la gueule. Voilà, super. Voilà donc pour dire les concerts de Carpathian Forest, ça avait l'air d'être des gros bordels à chaque fois. Et en plus à chaque fois j'ai l'impression qu'il y avait des nouvelles choses, quoi, que c'était complètement improvisé, que c'était n'importe quoi. Donc voilà, il y a pas mal de petites anecdotes, bon, plus ou moins trash sur ces concerts, qui reposent voilà, comme on a dit sur la provocation, sur les symboles blasphématoires, qui reposent voilà, quand même sur certains excès, hein, notamment avec l'alcool, mais parfois d'autres choses. Et en fait ça va bien avec la musique qui est elle aussi très sale, très irréférencieuse, très disgracieuse. Donc pour moi les représentations scéniques sont quand même complètement en osmose avec la musique finalement. Ce n'est qu'en 2017 où ils vont sortir un single qui s'appelle Likheim, où donc il y aura un nouveau morceau de Likheim où on entend beaucoup plus la voix de Nat Frost en chant clair, et on a une reprise de Turbo Negro, All My Friends Are Dead. Donc voilà, juste 2 morceaux donc en 11 ans. Et depuis ils n'ont rien sorti, mais en fait ils ont composé des morceaux. En 2023 Nat Frost a dit qu'il avait déjà 2 albums de prêt, il avait des lives, des choses comme ça. Il avait du matériel mais qu'en fait il avait peur de les sortir, il était devenu un peu phobique à l'idée de sortir de nouvelles œuvres, et donc il prenait son temps et qu'il attendait le bon moment. Alors je vais vous mettre un petit screen, mais comme on voit en fait en concert ils ont joué des morceaux qui ne sont pas enregistrés mais donc qui existent vraiment et qu'ils ont refait plusieurs fois. Donc c'est avéré qu'il y a quand même des nouvelles productions de Carpathian Forest qui sont en cours, mais rien de sorti sur album. J'aurais vu une belle porte de sortie pour Carpathian Forest avec l'arrivée de Chort et Wrangsin au début des années 2000, mais finalement en fait les deux musiciens ont quitté le groupe. Wrangsin a dû quitter le groupe à cause de ses problèmes de santé, donc la décision de le faire partir du groupe a été celle de Nat Frost, et il dit que ça a été quelque chose d'assez compliqué, et c'est là où je me dis en fait le groupe aurait pu un peu se construire autour de ce trio. Au final ça s'est pas fait, c'est toujours Nat Frost aux commandes. Il s'entoure de musiciens de session qui sont assez jeunes, hein, qui ont la trentaine quand lui il est plus âgé que ça. Voilà, en fait, ces musiciens font plus office de mercenaires qui jouent des concerts pour Nat Frost et Carpathian Forest, plus que de véritables musiciens qui vont composer avec lui. Quand on regarde les interviews plus récentes de Nat Frost, c'est le jour et la nuit par rapport à ces interviews qu'il avait fin des années 2000, début des années 2010. On sent que l'artiste a un gros problème d'élocution. Alors je sais pas si en fait il bégait naturellement, ou si c'est vraiment les ravages de la drogue. J'ai lu quelqu'un en commentaire qui disait que il avait consommé les mêmes drogues que lui et qu'il avait eu des problèmes d'élocution similaire, mais depuis un moment quand même il se sent plus à l'aise. Il parle souvent de son fils qui est pour lui une nouvelle raison de vivre, et d'ailleurs son fils il l'a invité sur scène pour chanter la cover de Turbo Negro, donc c'est un moment qui est assez mignon mine de rien, malgré toutes les horreurs qu'on a pu raconter dans cette vidéo. Ils chantent ensemble d'ailleurs, le fiston a un maquillage black metal dessus, donc c'est assez rigolo. Et toute cette vidéo quand même nous fait dire que peut-être qu'on aura du nouveau matériel de Carpathian Forest dans les prochaines années, hein, vu qu'il y a des choses qui sont composées. En tout cas moi j'espère, hein, au moins pour avoir une musique physique, hein, pour pouvoir écouter, sinon il y a des extraits live des nouveaux morceaux sur YouTube. Si je devais conclure Carpathian Forest, et donc plus particulièrement Nat Frost, hein, si on prend juste la deuxième partie de sa carrière, c'est le côté assez irrévérencieux, assez horrible de l'humain, comment il peut toucher le fond et parfois s'y enfoncer à des extrêmes, quitte à quasiment s'autodétruire, mais au final en fait il a quand même réussi à remonter la pente comme il a pu, avec les séquelles qu'il y a, mais voilà, il a quand même réussi à rebondir. Maintenant il se considère beaucoup plus comme un musicien professionnel, qui tourne, qui fait avec plus ou moins de sérieux ses concerts. Il se considère plus du tout comme un artiste de black metal, il se considère comme quelqu'un de la scène punk rock, il fait du rock and roll, et voilà, il veut plus trop entendre parler de cette scène black metal, même si en vrai en interview à chaque fois il est en mode, même quand on lui demande pas, il se met à parler du black metal, quoi, en mode ah je déteste le black metal, alors que l'intervieweur lui a absolument pas parlé de ça. Voilà, il en parle quand même beaucoup, j'ai l'impression que ça doit faire partie de sa stratégie de communication. Carpathian Forest c'est très particulier, pour moi c'est un groupe qui est dérangeant, hein, qui laisse pas indifférent. Alors certes musicalement il y a des choses très intéressantes, mais je trouve que c'est une prestation artistique, hein, on va dire depuis leur début, qui est quand même assez particulière, hein, parce que même dans la scène black metal norvégienne, c'est pas si classique que ça ce qu'ils font, et une fois que Nat Frost a un peu avec Black Shining Laser mis un peu ces thèmes, on va dire, du plaisir charnel, du passage volontaire de l'autre côté, du black and roll, des ambiances malsaines avec Nordavind, le saxophone, tout ça, enfin
C'est un groupe qui est extrêmement particulier, qui est dérangeant dans sa manière d'approcher la musique. Parfois c'est fait avec humour, humour noir évidemment. Parfois c'est fait avec beaucoup de sérieux, donc c'est un peu quelque chose qui ne laisse pas indifférent. Donc pour moi c'est quand même un groupe qui est très intéressant. Alors je suis obligé d'être honnête vis-à-vis de ceux à qui ça intéresserait d'aller découvrir le groupe. C'est quand même un groupe qui est pas non plus très politiquement correct, hein, comme pas mal d'artistes du black metal. On a des interviews où voilà, on a des propos d'apologie du terrorisme, de l'homophobie, parfois même de l'incitation au passage volontaire de l'autre côté. Même politiquement, voilà, il s'est déclaré nationaliste, opposé au métissage. Bon après il nous a fait une Nadine Morano en disant qu'il avait des amis de couleur. Voilà, bon bref, on est dans le black metal, c'est pas une safe place, c'est pas moi de vous dire quoi faire, hein. Pour moi j'adore le groupe et artistiquement je trouve que c'est très intéressant ce qu'ils font, et parfois encore une fois on sait pas s'ils sont dans la complète exagération, le mensonge, et s'inventer un peu une image autour du groupe, ou si c'est vraiment ce qu'ils pensent. Donc quoi qu'il arrive, voilà, je vous laisse vous faire votre propre opinion, mais voilà, je préfère quand même le préciser, voilà, au moins c'est dit, et vous en faites ce que vous voulez de ces informations. Ouais, il y a quand même des choses quand même assez choquantes dans les interviews. Par exemple, il a mentionné qu'il avait eu vent qu'il y avait eu 2 ou 3 fans du groupe qui étaient passés volontairement de l'autre côté. Il abordait ce thème-là avec un sacré calme. Encore une fois, je sais pas si c'est un mensonge. Si c'en est pas, c'est quand même très problématique. Donc voilà, encore une fois, ça, je sais pas s'il inventait ou si c'est vraiment des choses qui se sont passées. Et pour revenir musicalement, c'est vraiment un groupe qui a fait bande à part par rapport aux autres formations de black metal. Un groupe qui est assez similaire, mine de rien, c'est Darkthrone, hein, parce qu'ils ont quand même commencé dans du black metal assez true, assez culte, et après ils sont partis sur des choses complètement différentes. Là, on peut y voir quand même une certaine similarité dans les deux groupes. Carpathian Forest, c'est du dégoût, c'est de la provocation. Parfois c'est traité avec humour, parfois non. Avec une musique qui est un peu en constante évolution, hein, même si, comme j'ai dit, je considère que le trio d'albums Strange Old Brew, Morbid Fascination of Death et Defending the Throne of Evil sont quand même assez proche, mine de rien. Mais voilà, toujours est-il que c'est un groupe qui divise pas mal, mais qui a quand même son statut culte dans la scène black metal norvégienne. Et je finirai cette vidéo sur une interview où Nat Frost a dit que depuis qu'il va mieux, il y a des gens qui le considèrent comme un poseur, parce qu'en fait, lui, il a toujours été honnête dans ce qu'il fait. Quand il allait mal ou quand il allait bien, il a toujours chanté et dit ce qu'il pensait. Et maintenant qu'en fait, il va mieux et qu'il se fait traiter de poseur, en fait, il en a juste marre, en fait. Il a pas allé mal, en fait, pour faire son art. Ça, c'est quelque chose qu'il a déclaré en interview, et mine de rien, avec pas mal d'émotion. Voilà, c'est tout pour l'histoire de Carpathian Forest. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu différente des précédentes. Moi j'ai eu un peu de mal parce qu'en fait c'est un groupe que j'ai découvert tout récemment. Ça traite de thèmes qui sont pas simples à aborder, donc j'ai essayé de l'aborder de la manière la plus intéressante possible pour que ça reste intéressant pour comprendre la musique du groupe, et sans non plus rentrer dans la description de faits divers et d'anecdotes à la con, même s'il y en a beaucoup et que je pense qu'il y en a qui sont assez marrantes. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce groupe, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je traite un autre groupe, mais toujours est-il que si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner pour soutenir mon travail, et merci beaucoup de m'avoir regardé. Allez, ciao.